RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Et ce soir, nous recevons Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national et député de la Meuse. Bonsoir. De la Moselle, bonsoir. Pourquoi j'ai dit de la Meuse ? Oui, c'est la Moselle. Oui, mais... Les deux appartiennent au Grand Est. Effectivement. Est-ce que vous croyez, Laurent Jacobelli, que la mort du jeune Quentin Derenque, lynché dans une rue de Lyon en marge d'une conférence de la députée de la France Insoumise Rima Hassan, soit un drame qui va marquer une forme de tournant dans la confrontation politique en France ? Oui, je le crois d'abord parce que c'est un drame atroce que tous les Français vivent finalement comme une blessure. Ce jeune homme de 23 ans qui a été privé de sa vie, qui a été privé de tout projet, cette famille endeuillée, tout simplement pour un délit d'opinion politique. Il a été assassiné à cause de ses opinions. Et oui, vous l'avez dit, ça va marquer un tournant. Parce que je crois que le vrai visage de l'extrême gauche en France, derrière cette description un peu romantique qu'on peut voir dans certains journaux, comme la gauche peut la dessiner parfois, eh bien, il y a derrière beaucoup de violence, une organisation sciemment violente, créée par la Jeune Garde, qui est donc une espèce de milice au service de la France insoumise, et dont le stade ultime de la violence vient d'être atteint, c'est le meurtre. Il y a donc une stratégie de la violence de l'extrême gauche, et aujourd'hui, tout le monde le voit. Les ferments de cette violence, quand je vous parle de tournant, peut-être, est-ce que les ferments de cette violence physique se trouvent aussi dans l'hémicycle où on observe que parfois le débat d'idées, la confrontation politique est remplacée par l'invective, l'insulte. Mais je crois que le débat au sein de l'Assemblée nationale est sain, même s'il est parfois un peu rugueux, et c'est parce qu'il y a ce débat très vif. Il a d'ailleurs parfois historiquement été extrêmement rugueux aussi. C'était bien pire sous la Troisième République. Oui. Mais ça doit avoir lieu au sein de l'Assemblée, ça doit être un débat, ça doit être des arguments contre des arguments. Là, c'est dans la rue, c'est la violence. Et le problème, c'est qu'un parti politique, et je le cite, la France insoumise a confondu les deux. À partir du moment où Jean-Luc Mélenchon a dit que la Jeune Garde, ce groupuscule extrémiste violent, était l'allié de la France insoumise, et lié à la France insoumise, et qu'il a fait élire son patron, monsieur Raphaël Archambault, dit Arnaud, au sein de l'Assemblée nationale, alors il a importé au cœur de la démocratie la violence de ces milices, et c'est très grave, et il continue à les soutenir. Beaucoup continuent à maintenir leur soutien à la Jeune Garde, malgré ce qui vient de se passer. Je viens de lire dans la presse, en arrivant dans votre studio, que 6 des personnes qui avaient été reconnues comme tabassant puis tuant le jeune Quentin... Qui auraient été identifiés, mais qui n'ont pas été pour l'instant interpellés. Ni interpellés, ni condamnés, vous avez raison de le préciser. Les 6 appartiennent à la Jeune Garde. À l'extrême gauche, je crois, dit le communiqué. Non, à la Jeune Garde maintenant, ça y est, c'est déterminé, en tout cas dans l'article de presse que j'ai lu. La Jeune Garde tue et la France insoumise devrait le condamner, a dit aujourd'hui le ministre de la Justice à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que le garde des Sceaux est dans son rôle quand il dit cela ? Alors, je crois que tout le monde est dans ce rôle, et c'est très bien s'il y a un électrochoc au sein de la classe politique française et qu'il y a une unanimité quasiment à condamner la France insoumise. Je dis quasiment parce qu'on a très peu entendu et les communistes et les écologistes. Il a raison de le dire. La France insoumise a du sang sur les mains. À force d'inciter à la violence, à force d'avoir des propos ambigus comme M. Mélenchon qui appelle à être percutant quand il s'agit de combat, c'est-à-dire qu'il appelle à la violence. Alors oui, bien sûr, ils ont une responsabilité, et oui, bien sûr, il faut le dire. Je pense qu'une partie de la classe politique a eu un réveil douloureux, en fait. Ceux qui ont appelé à voter pour la France insoumise pour empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, se rendent compte qu'ils ont créé un monstre. Est-ce qu'il ne serait pas tout de même plus prudent et peut-être aussi plus rigoureux intellectuellement d'attendre les conclusions de l'enquête pour mettre en cause LFI avec autant de véhémence ? Non, je crois que nous mettons des signaux d'alarme depuis longtemps sur la France insoumise, sur ses appels à la violence, sur les discours qu'ils tiennent contre nos compatriotes de confession juive, quand ils défendent le Hamas ou les frères musulmans, qui sont des groupes terroristes, lorsqu'ils appellent à la vindicte contre tel ou tel journaliste, et je pense à monsieur Frédéric Aziza, qui vient d'être encore la cible de Jean-Luc Mélenchon, de Radio J. Un journaliste de Radio J, une radio communautaire, comme l'appelle monsieur Mélenchon, avec un mépris qui monte
montre bien ce qu'il ressent finalement. Non, je pense qu'il faut le dire. Il y a la politique, le débat, les convictions, et puis il y a la haine et la violence. Jean-Luc Mélenchon fait partie de la deuxième catégorie. Alors, les liens entre la Jeune Garde et la France insoumise sont très clairement établis, puisqu'ils ont été fièrement et publiquement revendiqués par Jean-Luc Mélenchon. C'était le 30 avril 2025 à Auxerre. En revanche, alors vous sembliez dire le contraire à l'instant, mais en tout cas, il y a pas longtemps, à ce stade, le lien entre la Jeune Garde, qui, rappelons-le d'ailleurs, a été dissoute en tant qu'organisation officiellement, mais en juin 2025. Oui, enfin, c'est tout le problème de la dissolution de tout mouvement. Rien n'empêche les gens de se réunir ensuite. Et, bon. Pour l'instant, en tout cas, à ce stade de l'enquête, le lien direct entre la Jeune Garde et les événements n'a pas été établi d'une manière indiscutable par les enquêteurs. Si toutefois cette hypothèse devait se confirmer, quelles conséquences politiques, selon vous, cela devrait-il avoir ? Je crois qu'il faut maintenant passer à l'action. Il faut dire clairement que la Jeune Garde ou tout mouvement qui en descendrait est un groupe terroriste. Parce que empêcher les opposants de parler, voire aller jusqu'à les tuer pour les empêcher de parler, c'est clairement une menace terroriste. Vous savez, la menace de l'extrême gauche, ça fait longtemps qu'elle existe. Alors elle a pris diverses formes. D'abord, c'était professionnel. Lorsque quelqu'un était soupçonné d'être à droite, voire à ce qu'ils appellent l'extrême droite, il y avait une pression pour que l'employeur agisse et ne garde pas la personne. Ça a été à travers certains organes de presse qui ont relayé cette haine en lâchant des noms, parfois même des adresses. Ça a été à l'Assemblée nationale avec des menaces physiques. Certains députés de la France insoumise n'hésitent jamais à plaquer contre un mur un député qui n'est pas de leur obédience. Cette violence qui s'est distillée partout, avec, je tiens à le dire, une certaine bienveillance de certains médias qui, il y a encore un jour, nous parlaient de Rix, en mettant avec un signe d'égalité le jeune Quentin qui a été tué et les immondes barbares qui l'ont tabassé. Je pense que tout ça a fait que la France insoumise a prospéré tranquillement avec son discours de violence et que là, on a atteint un point culminant. Il y a eu probablement un électrochoc, c'est certain, pas chez tous. En tout cas, j'espère que les Françaises et les Français auront compris qui se cache derrière la France insoumise. Au moins 3 candidats de la France insoumise aux élections municipales ont reçu des menaces de mort. L'auteur des messages, ils sont arrivés sur les téléphones portables, qui est un jeune homme de 28 ans, a été interpellé. Est-ce que vous condamnez cela ? Oui. Est-ce que vous appelez au calme, au refus de la violence ? Oui, tout à fait. Et merci de me donner l'occasion de le dire. La réponse pour lutter contre la violence n'est pas la violence. On ne lutte pas contre la menace par la menace. On ne lutte pas contre un meurtre par un meurtre. Le seul moyen de lutter contre cela, ce sont les urnes. Et c'est ce qui fait la différence entre les démocrates, les républicains et cette horde de voyous. C'est que nous acceptons le verdict des urnes et que c'est par le vote que l'on se débarrassera de la France insoumise. Et évidemment, d'aucune autre manière. Il faut être très clair. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, est en visite en Algérie aujourd'hui et pour 2 jours. Qu'est-ce que vous attendez de ce déplacement que, peut-être pour la énième fois, certains n'hésitent pas à qualifier de rendez-vous de la dernière chance ? Oui, bah je ne sais pas du tout comment va agir M. Nunez et j'ai hâte de savoir si, lorsqu'il va revenir, il va nous expliquer que son bilan est inversement proportionnel à la médiocrité de M. Retailleau, qui était son prédécesseur, qu'il reviendra en nous expliquant que l'Algérie va reprendre les personnes frappées d'obligation de quitter le territoire français et qui sont de nationalité algérienne, qu'il nous expliquera que M. Glaise, Christophe Glaise, qui est un journaliste enjôlé en Algérie, pourra revenir en France. Condamné à 7 ans de prison. Oui, exactement. Et qu'il nous expliquera aussi que l'Algérie renonce à chauffer à blanc des influenceurs en France pour attiser la haine de la France de l'intérieur. J'y crois pas beaucoup. Parce qu'on voit bien que sous Emmanuel Macron, ça a été plutôt la repentance, le genou à terre vis-à-vis de l'Algérie qui a été pratiqué, la diplomatie des bisounours. Nous sommes les méchants, l'Algérie c'est les gentils, il faut qu'on se fasse pardonner. Je crois que maintenant il faut agir comme le ferait toute grande puissance mondiale et de dire c'est très simple, on arrête de jouer. Toute menace de l'Algérie contre la France, tout refus de reprendre vos OQTF, eh bien c'est très simple. Plus de flux financiers vers l'Algérie, plus de visas accordés, plus de soins aux apparatchiks algériens. Cette fermeté-là fait aussi partie de la diplomatie. On verra bien si M. Nunez en est capable. Mon petit doigt me dit que non. Le ministre de l'Intérieur, hier, donc juste à la veille de son départ en Algérie, soulignait l'extrême importance de la collaboration entre la France et l'Algérie en matière de renseignement. On ne peut pas s'en passer, disait-il en substance. Vous êtes d'accord avec lui ?
Oui, c'est vrai, mais pour autant, nous ne devons pas accepter le chantage, nous ne devons pas accepter l'humiliation permanente. Quand M. Darmanin était allé la dernière fois en Algérie avec à peu près le même discours, son premier geste a été d'aller se recueillir sur la tombe, un monument aux morts des terroristes du FLN. Je crois que c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Je pense que l'Algérie doit nous respecter, et pour nous respecter, il faut qu'elle sache que nous sommes forts. Or, en arrivant et en faisant amende honorable, en endossant une responsabilité du passé que l'Algérie veut nous faire endosser, eh bien on part perdant. Je pense qu'il faut rebattre les cartes. La fermeté fait partie de la diplomatie. Ça ne veut pas dire un sentiment de supériorité vis-à-vis de l'Algérie. Ça ne veut pas dire un mépris par rapport au peuple algérien. En revanche, la dictature qui est à la tête de l'Algérie aujourd'hui ne mérite pas qu'on lui fasse de petits sourires. Le président de la République, lui, est en Inde. L'Inde qui a récemment confirmé son intention d'acheter 114 avions de combat Rafale supplémentaires qui s'ajouteront donc aux 62 déjà acquis. C'est une commande sans précédent pour le constructeur Dassault. Est-ce que vous saluez ce succès ? Ah oui, c'est une vraie joie. C'est une vraie joie parce que d'abord, c'est le savoir-faire français qui s'exporte. Et Dassault est une entreprise à nul autre pareil, qui a un rôle industriel essentiel en France, et notamment au sein de l'industrie de défense. C'est aussi la preuve de notre savoir-faire. Ce sont aussi, bien sûr, des financements qui vont arriver en France. Mais je dis à monsieur le président de la République, ne cassez pas de la main gauche ce que vous signez de la main droite. Parce qu'en voulant l'Europe de la défense, en laissant les clés des investissements et des exportations dans les mains de Madame von der Leyen, comme il est en train de le faire, eh bien l'industrie française a beaucoup à perdre. C'est parce qu'on tient à nos fleurons industriels qu'il faut maintenir la souveraineté française en matière de défense. Et Monsieur le Président de la République est en train de la brader, notamment sous pression allemande. Et il faut faire très attention à ça, parce que demain, si l'Inde veut acheter des avions, eh bien, elle passera par l'Union européenne qui décidera à qui elle attribue le marché. C'est pas la manière dont on imagine le fonctionnement de la défense. Est-ce que ce contrat, c'est aussi un succès de la diplomatie française ? Probablement aussi. Je pense qu'il y a le savoir-faire quand même des équipes de Dassault. Incontestablement. La qualité de notre avion qui est internationalement reconnue, mais la diplomatie fait partie des choses. Quand quelque chose se passe bien, il faut le reconnaître. Maintenant, j'ai quand même le souvenir de sous-marins australiens qui avaient été signés, qui n'ont jamais été livrés. Donc, il ne faut pas tout de suite crier victoire. Il y a une intention qui est louable. C'est une bonne chose pour l'Inde, j'en suis persuadé. Une excellente chose pour la France. Restons vigilants, et notamment des petites manœuvres sournoises d'arrière-boutique du président de la République avec Madame von der Leyen. Le Premier ministre a présenté la semaine dernière la programmation pluriannuelle de l'énergie, sujet assez polémique, qui a été publié par décret d'ailleurs. Vous aviez mené la bataille contre cette PPE, donc je le répète, programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est terminé, vous avez perdu, il n'y a plus de recours ? Alors, il y a des recours. Par exemple, on peut très bien, à l'Assemblée nationale, montrer notre défiance vis-à-vis de cette PPE. Et nous le ferons parce que cette PPE, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va continuer à investir dans l'éolien, fois 2-3 sur l'éolien terrestre, plus de fois 10 sur l'éolien en mer. On va continuer les panneaux solaires. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant que ces énergies intermittentes fonctionnent, on doit fermer nos centrales nucléaires. Ça veut dire de la corrosion et ça veut dire des milliards d'investissements. Je le dis aux Français qui nous regardent aujourd'hui, si cette PPE arrive au bout, ça veut dire un surenchérissement encore du coût de l'énergie, un affaiblissement encore de nos centrales nucléaires. Le gouvernement, quoi qu'il en dise, parce qu'il ment sur le sujet, cède aux sirènes des Verts, dont on a bien vu l'incompétence et l'idéologie en matière d'énergie. Dans cette PPE, tout de même, le nucléaire est plutôt renforcé. Alors, non, en fait. Non, parce que dans la mesure où l'on double, voire triple parfois, les montants alloués aux éoliennes, on sape notre nucléaire. Et d'ailleurs, beaucoup de gens à l'EDF le disent, des anciens patrons énergétiques le disent. Attention, vous fragilisez l'outil nucléaire. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus décarboné que le nucléaire ? Qu'est-ce qu'il y a de plus garanti en production d'énergie ? Qu'est-ce qu'il y a de moins cher que le nucléaire ? Rien. Et donc, cette folie de l'intermittence va poser des problèmes. Et c'est ce sur quoi nous nous battons. Surtout que les Français aujourd'hui, dans une période où il n'y a plus de pouvoir d'achat, ne peuvent pas se permettre un doublement du prix de l'énergie. Le Rassemblement national reste suspendu à la décision de la justice qui sera rendue le 7 juillet pour savoir qui de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella sera le candidat à l'élection présidentielle de 2027. Est-ce que c'est un handicap pour vous ? Non, ça peut vous paraître incroyable, mais Marine Le Pen a eu cette sagesse des grands dirigeants de tout préparer.
et de dire je ne veux pas que le sort du pays et l'alternance ne dépendent que d'une personne, moi, dans une période où la justice est devenue une épée de Damoclès. Et donc elle a préparé toute éventualité. Et aujourd'hui, on a un duo, Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui, quelles que soient les décisions de justice, fera campagne ensemble, proposera ensemble, militera ensemble. Et donc les Français savent très bien à qui ils vont avoir affaire dans cette campagne. Alors évidemment, il y aura un numéro 1 dans la campagne, celui ou celle qui sera candidat à l'élection présidentielle, mais ils seront 2. Et je vais vous dire, nous, on a beaucoup de chance. C'est-à-dire que beaucoup de partis politiques aimeraient avoir autant de leaders à succès que nous en avons, nous, au Rassemblement national. Il y a 2 personnalités politiques seulement dans le classement des 100 personnalités préférées des Français du JDD, Marine Le Pen et Jordan Bardella. Je crois qu'on a les 2 personnalités politiques préférées au sein du même mouvement. Je comprends que ça rende jaloux, je comprends qu'ils aient du mal dans les autres partis, là où ils se font la guerre, à imaginer qu'ils pourront faire campagne ensemble. Mais moi, je vous le garantis, ils le feront. Mais on sait à quel point la politique est aussi une affaire d'incarnation, et particulièrement dans une élection présidentielle. Et par conséquent, selon que ce sera Marine Le Pen ou Jordan Bardella, l'incarnation n'est pas la même. On a un très jeune homme d'un côté, une femme, on va dire une trentaine d'années et un peu plus de 50 pour Marine Le Pen. Certains de longue date ont déjà observé aussi quelques petites différences, notamment. Mais sur les questions économiques, notamment. Même pas. Mais est-ce que vous vous préparez aux 2 scénarios ? Eh oui. Oui, parce que je vous le redis, c'est un travail d'équipe. Les équipes qui travaillent avec Jordan et celles qui travaillent avec Marine sont les mêmes. Le programme est le même. Nous sommes le même parti. Donc, ils feront, comme ils le font depuis des mois d'ailleurs, et vous l'avez probablement remarqué, campagne ensemble. Et donc, finalement, ils sont complémentaires. Oui, ils ont 2 personnalités différentes, et tant mieux. D'ailleurs, l'un n'est pas le clone de l'autre, mais ils ont le même programme et ils ont les mêmes soutiens. Donc la machine qui est à leur côté reste la même, et ils sont plutôt complémentaires d'ailleurs. Donc ils feront campagne à 2, et nous on le prend comme une richesse. Marine Le Pen a déjà fait 3 campagnes présidentielles. Jordan Bardella, qui n'aura pas encore 32 ans au moment de l'élection, ne risquerait-il pas d'être un adversaire un peu tendre pour quelques vieux routiers de la politique ? Non, je crois pas. Je crois que d'abord, il a eu la chance de mener 2 campagnes européennes, et je crois que mais c'est pas la même chose. Je crois que tout le monde a remarqué qu'il était brillant. Vous savez, on m'a posé à chaque fois la même question. Ouais. Ah oui, mais il est tête de liste européenne, mais il est un peu jeune. Oui, enfin, il est un peu gagnant, surtout aussi à la fin. Je crois qu'il y a un tel besoin d'alternance, il y a un tel ras-le-bol de la Macronie, de ce qu'elle représente. Il y a une telle envie de nation, une telle envie de pouvoir d'achat, une telle envie de sécurité, une telle envie d'identité, que nous gagnerons, et que nous gagnerons avec la jeunesse de Jordan et la force de conviction de Jordan et la combativité de Jordan, l'expérience de Marine, la résilience de Marine. On a les 2 ensemble, ce qui cumule les qualités, et on a beaucoup de chance. Merci Laurent Jacobelli. Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Camille Néran et à Flore Simon, décidément, après le député de la Meuse, député de la Moselle. Moselle. Camille Néran, Flore Simon pour leur contribution. Merci, excellente soirée.